Bonjour à toutes et à tous. Dans le précédent module, nous avons caractérisé physiquement ce qu'est le vent et vu comment mesurer la performance des projets urbains et de bâtiments. Dans ce nouveau module, nous allons faire un focus sur la conception aérothermique d'un quartier ou d'une ville. Antoine Perrault, docteur en architecture et en physique du bâtiment, va nous présenter l'histoire de la ventilation naturelle et son rôle majeur. Bonjour Antoine. Bonjour Simon. Effectivement, comme on le dit dans la sagesse populaire, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et donc je me suis intéressé à essayer de comprendre comment est-ce que dans le passé, on obtenait le confort ou pas dans la zone tropicale, dans les habitats, ce qu'on appelle vernaculaires ou traditionnels, c'est-à-dire ces architectures sans architecte et surtout à l'époque sans énergie. Et en faisant cette étude, je me suis rendu compte d'un certain nombre de caractéristiques communes dans la conception des bâtiments qu'on retrouve autour de la ceinture intertropicale. Par exemple, l'usage de matériaux à faible inertie, l'importance des protections solaires, la présence des varangues avec un nombre variable en fonction de l'orientation solaire, bien sûr, et aussi la porosité du bâtiment et l'importance du végétal. Ces caractéristiques communes nous ont laissé à penser qu'effectivement, il y avait bien une approche commune pour obtenir le confort dans cette zone-là. Ça a été confirmé par la suite lors d'une étude qu'on a faite sur une maison traditionnelle réunionnaise qui nous a montré effectivement, grâce à des mesures, qu'on pouvait obtenir le confort dans ce type de maison. Ensuite est apparue l'architecture moderne avec le béton et le verre. Le problème là des matériaux s'est posé et de l'adaptation de ces matériaux au climat. Et en fait, grâce à l'apport de la climatisation, on a pu recréer un confort intérieur artificiel. Pour illustrer mon propos d'ailleurs, je vais citer Le Corbusier en 1929 lors d'une conférence à Buenos Aires. La maison russe, parisienne, de Suez ou de Buenos Aires, le paquebot de luxe qui traverse l'équateur, sont hermétiquement clos. En hiver, il y fait chaud. En été, il y fait frais. La maison est hermétique. Nulle poussière désormais n'y pénètre, ni mouche, ni moustique. Donc ça illustre bien, à l'époque, l'amorce d'une coupure entre l'habitat et son environnement extérieur. J'ai toutefois pondéré mes propos à cette époque-là, autour des années 50. Il y a quand même un physicien du bâtiment, Victor Holguier et son frère, et des architectes, Maxwell Fry et Jane Drew, qui ont développé des architectures bioclimatiques dans des zones reculées comme en Afrique et en Inde. Mais c'était malgré tout l'exception qui confirmait la règle. On a parlé de l'histoire de la ventilation naturelle à l'échelle du bâtiment. Est-ce qu'il y a eu des mêmes réflexions qui ont été portées sur la ville ? Alors effectivement, de la même manière qu'on s'est intéressé à cette histoire des bâtiments, et en particulier des maisons individuelles, il a fallu se poser la question, dans des ensembles bâtis, des villes traditionnelles, comment est-ce que ça se passait ? Pour ça, on est remonté assez loin dans le temps, puisqu'on a retrouvé un traité de Vitruve, de 1er siècle avant Jésus-Christ, qui déjà explicitait comment orienter une ville aux 8 vents dominants. Et il parlait bien de la ventilation de la trame urbaine. Ces préoccupations, on les retrouvait dans les villages traditionnels, par exemple dans la zone tropicale en Afrique, sur l'organisation des villages et des cases les unes par rapport aux autres, pour permettre effectivement d'avoir un flux d'air qui donne le confort des espaces extérieurs environnant ces mêmes cases. Plus proche de nous, dans la période coloniale, donc autour du 19e siècle, en Afrique, quand se sont installés les premiers colons, à l'époque, on se préoccupait beaucoup de ce qu'on appelait l'hygiène et d'une préoccupation hygiéniste, et entre autres, il fallait chasser les miasmes. Et pour chasser les miasmes, on s'est préoccupé de ventiler la trame urbaine. Par exemple, Pinel-Laprade, au Sénégal, à Dakar, a orienté la trame urbaine parallèlement au vent dominant pour pouvoir chasser ces fameux miasmes de la ville. Dans un passé plus récent, avec l'apparition du wind engineering, ces préoccupations sont restées. Là encore, par exemple, pour des préoccupations de santé, on peut citer Hong Kong avec le SRAS, un peu avant notre période du Covid, où effectivement des règles urbaines sont apparues pour organiser la trame urbaine, pour mieux évacuer les polluants de la ville. Donc c'était encore une préoccupation intéressante. Ou encore la ville de Zenata, la ville nouvelle de Zenata au Maroc, qui s'est organisée sur la base d'études en soufflerie pour pouvoir rafraîchir les espaces extérieurs. Mais ce qu'on voit comme point commun à tous ces exemples, c'est qu'à chaque fois, c'est la ventilation de la trame urbaine de la ville et de ses espaces publics. Donc on a bien vu comment fonctionnait la ventilation naturelle sur un bâtiment, sur une ville, mais qu'en est-il du bâtiment dans la ville ? Est-ce qu'il y a déjà des travaux qui ont été menés sur ces sujets ? Alors effectivement, c'est là où intervient notre travail de recherche, parce qu'il y a très peu de choses qui démontrent en fait l'importance de ce constat. Comment est-ce qu'on ventile un bâtiment dans une trame urbaine ? Pour ça, il faut d'abord s'intéresser à ce qu'on a appelé la chaîne de la ventilation naturelle, qui commence à la station météo de référence. On va essayer ensuite de transposer les données de cette station météo de référence
sur notre site d'étude en reconstituant l'histoire du vent, donc en prenant en compte l'environnement large, c'est-à-dire la rugosité environnante entre la station de météo et notre bâtiment de référence, en prenant en compte par exemple l'urbanisation périphérique, les bâtiments proches avec leurs effets de masque, la forme du bâtiment lui-même et ensuite l'organisation interne du bâtiment pour assurer la potentialité d'avoir une ventilation naturelle de confort, c'est-à-dire 1 mètre par seconde sur le corps, dans le logement, le bureau considéré. Tout ce travail-là est l'objet en fait d'une étude spécifique, mais surtout nous a amené aussi à nous poser la question de comment est-ce qu'on va assurer la pérennité du fonctionnement de cette chaîne dont chaque maillon est essentiel. Et pour ça, il fallait assurer la pérennité dans le temps de l'accès à la ventilation naturelle de ce ou ces bâtiments dans cette trame urbaine. Et c'est là qu'est intervenu ce questionnement. Et la réponse qui nous est apparue importante, c'est de mettre en évidence l'importance du droit à la ventilation naturelle. C'est-à-dire comment garantir qu'un bâtiment dans une trame urbaine, dans le temps, puisse continuer à avoir cet accès à la ventilation naturelle indispensable au confort des usagers de ce bâtiment. Et c'est tout ce travail qui s'est formalisé dans un deuxième temps, dans une étude dans laquelle on était urbaniste en chef, sur une opération qui sera présentée ultérieurement par Michel, mon associé, sur Cœur de ville de la possession. Merci Antoine pour toutes ces explications et pour tout le travail que tu as mené. Merci Simon, à très bientôt. Retournons maintenant à la soufflerie Eiffel pour comprendre plus techniquement le fonctionnement aérolique à l'échelle urbaine.